bien, bonjour à tous, on se retrouve sur Objectif Pétanque Plus. La caravane a repris sa route et aujourd'hui nous nous sommes dirigés dans les monts du Forez, donc en terre ligérienne, plus particulièrement dans la métropole stéphanoise, à Saint-Galmier, un petit village de 3500 habitants à peu près, donc à côté d'Andrézieux-Boutillon, pour partir à la rencontre d'un personnage internationalement connu, Jean-Philippe Soricotti, qui est le responsable du collectif féminin de l'équipe de France. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alain, bonjour Philippe. Donc merci de nous accueillir à ton domicile. Merci à vous de vous être déplacé. Oui, nous c'est la caravane, on fait ça tout le temps, on aime bien. On va chez les gens, puis des gens aussi charmants, c'est intéressant. J'ai vu et c'est un réel plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, on va présenter quand même le personnage et l'invité que nous avons aujourd'hui. Donc, tu as 53 ans. Oui. Hein? C'est ça. Et donc, tu es marié? Non, je vis maritalement. Tu vis maritalement? Oui. Donc, tu as eu 2 garçons? Absolument, d'une première union, pour tout te dire. Voilà. Et là, donc, ça fait 8 ans que je suis avec donc, ma compagne. D'accord. Voilà. Et on habite, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, à Saint-Galmier. Saint-Galmier, un petit village tranquille. Oui, ça bouge pas mal quand même. Ouais. Tu es gestionnaire de cuisine? Oui, c'est ça. Ton métier? Responsable de la restauration municipale sur la ville d'Andrézieux-Boutillon. Voilà. Tu n'es pas sélectionneur professionnel comme Didier Deschamps? Non. Pas encore? Non, pas encore. Ok. Donc on va un petit peu aborder très brièvement, parce qu'on passera très vite sur le côté plus responsable du collectif féminin qui nous intéresse vraiment. Oui. Mais avant ça, il y a des souvenirs, il y a des choses qui ressortent. Notamment l'encadrement des jeunes qui a été ta première mise en bouche, on va dire, et qui a débouché sur l'encadrement des féminines. Oui, effectivement. Ça démarre au Chambon-Feugerolles. Oui. Voilà, avec une belle école d'une cinquantaine de jeunes. Ça a démarré dans les années 95-96. Et puis ça s'est poursuivi jusqu'en fin de compte ma prise de fonction sur la commune d'Andrézieux-Boutillon, donc fin 2005-2006. Voilà. Moi j'avais noté 99 création de l'école de pétanque. C'est l'école de pétanque. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est toi qui as raison, Alain, parce que 95-96 c'était le départ du club au Chambon-Feugerolles, et l'école de pétanque est arrivée un petit peu plus tard. C'est ça. Tu étais licencié là-bas? Alors en fin de compte, c'est un club qu'on a créé. D'accord. Entre amis. Ok. Voilà. Ce qui s'appelle le CSPL. D'accord. Le Chambon Sport Pétanque Loisirs. Ok. Voilà. Et après vous avez débouché sur une école de pétanque? Et on a débouché sur une école de pétanque avec un de mes collègues qui s'appelle Patrick Chanot, et avec laquelle on a monté cette structure-là. Voilà. Donc l'école de pétanque c'était une chose, mais tu es d'abord joueur de pétanque. C'est à la base, oui. qu'il faut qu'on voit. Et un bon joueur de pétanque, parce que tu as des titres. Oui. Donc des titres départementaux. Oui, tu peux nous en dire quelques mots? Quelques finales de championnat, quelques titres en mixte aussi, une vingtaine de participations dans les phases finales des différents nationaux. Ouais. Un joli doublé aussi, parce que tu me rappelles des souvenirs, je crois que ça devait être 2006-2007 dans le mémoire. Sur le triplet mix, ou 2007-2008, je sais plus. C'est 2007-2008. Voilà, 2007-2008, un joli doublé qu'on avait fait en mixte. Il y a eu une belle période d'une dizaine d'années où c'est qu'on était tout le temps ou en demi ou en finale des championnats de la Loire. Ouais. En triplette ou en doublette avec certains collègues. Voilà. Oui. C'est des souvenirs intéressants. Voilà. Bien sûr. Et ça a fait quand même, c'est un préambule intéressant pour après confrontation avec les athlètes de haut niveau, jeunes ou féminines, qui a fait que tu avais ce statut de bon joueur qui t'a permis quand même d'être, pas reconnu, mais de pouvoir conseiller sur le plan technique, notamment les joueurs. Ouais, je pense que ça fait partie aussi effectivement du bagage d'une certaine mission de l'éducateur, quand on veut se donner cette mission-là, d'un apport technique, d'une vision des jeux, du jeu, d'appréciation de la situation, etc. Ouais. Bien sûr. Donc tu as cité donc cette école de pétanque créée, qui a une consécration, je crois, sur cette fameuse année 2005. C'est vrai que là, c'est une période vraiment intéressante, puisqu'on a une ossature de qualité chez ces jeunes, avec une finale de championnat de France en minime, et puis deux gamins
de gamins qui sortent du lot, et notamment celui qui est devenu champion du monde et l'autre champion d'Europe. Donc une belle ossature d'école avec de la qualité, de l'investissement. Bon, après, c'est effectivement la transition avec Mathias Kamakaris et Florent Coutenson, Voilà. qui fait que voilà, on a eu entre guillemets, cette reconnaissance, et ces gamins le méritaient tellement que c'était une joie de pouvoir contribuer en quelque part à leur structuration de joueurs et de participer à leur construction de joueurs de très très bon niveau. Et c'est là où on se rencontre, on se connaît, parce qu'en même temps, on a cette année 2005, c'est l'année où de mon côté, c'est Nevers, championnat de France, où j'emmène mes juniors première année en demi-finale. Et toi, tu as tes minimes en finale, et champion. Et c'est là où on s'est vraiment un petit peu rencontré et puis apprécié, je pense. Oui, c'est ça, c'est ce contact. Après, tu sais bien aussi qu'on est lié par une promotion. J'allais y venir. Donc on peut parler aussi du rôle d'éducateur, BF1, BF2, on est passé par là tous les deux. Effectivement. Avec des générations et des promotions extraordinaires, des gens magnifiques, des encadrants magnifiques. Et je pense qu'il y avait une véritable qualité d'investissement, de savoir-faire. Moi j'aime bien, de temps en temps, c'est vrai qu'on a discuté là-dessus. On en parle. Voilà, on était là. À nos côtés, il y avait aussi Michel Ripper, qui est devenu mon adjoint aussi type extraordinaire. Chez les féminines. Le papa d'Anna Maillard, mine de rien, Patrick, qui était Patrick là. Maillard. Et puis un autre Patrick qui a donné énormément aussi de son temps dans la Drôme et dans la Ligue, Patrick Alibert. Ouais, Patrick Alibert. Il y a d'autres gars aussi sur Rennes, notamment, même les Bretons là-bas qu'on revoit aussi de temps en temps au championnat de France, qui ont un beau souvenir. Il y avait vraiment une belle promotion. Et le Dromois que je suis, et on en a parlé tout à l'heure, a envie de citer Jean-Michel Grimaud, qui était un peu notre formateur. Absolument. Jean-Michel Grimaud, qui est plus dans le circuit des formateurs, mais qui était un type extraordinaire, qui nous a beaucoup appris. Donc tu enchaînes ensuite, après cette réussite, tu passes un cran au-dessus, André Gieux-Boutéon. C'est quand même important, puisque tu y travailles, mais surtout, tu as créé cette école de pétanque, tu es élu au comité départemental, tu deviens responsable un peu du département, si je ne me trompe pas. En commission, effectivement, commission des éducateurs, en collaboration avec René Martin à l'époque, qui était responsable de la commission jeune. Donc on travaillait en duo ensemble. J'ai connu René. Voilà. Et là aussi, c'est vrai qu'on a apporté pas mal d'expérience, un vécu aussi à travers le fait de rassembler les jeunes, de les emmener au championnat de France, d'essayer de travailler, de les faire progresser. Il y avait une volonté aussi très intéressante. Et dans cette réussite, donc Andrézieux, tu as un joueur comme l'a été Mathias Kamakaris ou Florent Coutenson, qui atteint un peu le Graal en étant donc dans le Club France. C'est Jérémy Gachet, je crois. Oui, c'est ça. Tous les pétanqueurs le connaissaient souvent sous le nom de Babou. Et oui, Babou. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il a démarré au Chambord-Flechois, il a suivi Andrézieux, il a explosé aussi à Andrézieux sur le collectif. C'était un très très bon joueur. Il faisait partie aussi de cette équipe qui a été finaliste au championnat de France en 2005. Et puis voilà, c'est vraiment un gros potentiel. Ils ont gagné énormément de nationaux de partout en France, cette équipe-là. Et lui, il a continué à progresser. Il était effectivement dans ce collectif-là. Voilà, il n'a pas été ni champion d'Europe ni champion du monde, mais c'était aussi un point pour faire ressortir le collectif. Parce qu'il y avait une très belle école aussi à Andrézieux. Oui. Et voilà, il avait un petit peu, il était leader de cette génération-là. De cette génération. Ok, donc après cette période d'encadrement de jeunes, tu passes un stade au-dessus, c'est que tu deviens aussi, c'est en même temps, hein, on va le dire, organisateur d'un événement. Oui, en 2009, on a pris, avec monsieur le maire à l'époque d'Andrézieux, monsieur Jean Kotchak, une décision de créer un événement, parce que quand je suis arrivé sur la commune, donc j'ai stabilisé un peu le service, et puis après, je lui avais proposé de faire autre chose. Il avait envie d'une très belle manifestation. Et fort d'expérience, on s'est lancé. Donc en 2010, on a eu le premier national, qui est devenu après international, des Bords de Loire. Voilà. Qui est connu. C'est vrai que je suis à l'origine de ce projet. Et à mes côtés, on avait réussi à avoir une belle équipe de bénévoles, jusqu'à plus de 100 bénévoles, pour créer ces bel événement. Alors, c'est pas parce que c'est le nôtre, entre guillemets, mais moi je l'avais situé largement dans les 5 premiers en France, de la part de son plateau, sa qualité, de l'endroit, du site, de la manière de gérer cet événement-là. C'est vrai que c'est 10 années passionnantes, mais aussi épuisantes, parce que du coup, quand
tu l'as dit. Tu t'investis. Quand il y a un gros investissement, et puis après est arrivé l'équipe de France, donc à un moment donné, ben, j'ai dit stop, parce que fait un choix. C'était trop difficile. Et surtout, il est arrivé aussi un événement très important, c'est qu'il y a une restructuration de mon service et des infrastructures, et il a fallu que je m'investisse, et on est bien d'accord qu'on parle de bénévolat. Hein. Toujours. Voilà, et la vie professionnelle est d'abord prioritaire, et je crois que c'était juste légitime de donner priorité à ce qui est son gagne-pain et sa vie d'abord de carrière professionnelle. Je pense que tout le monde le comprendra aisément. Et puis donc en 2012, l'éducateur de jeunes que tu es devient donc, tu arrives dans le staff de l'équipe de France, tout d'abord par le biais des espoirs féminines. Oui, absolument. Oui, oui. Ça se passe comment cette arrivée-là? Cette arrivée, c'est Jean-Yves Perronnet qui m'appelle. C'est le directeur technique national. Voilà, c'est ça. C'est le DTN qui m'appelle en me disant voilà, on a décidé de changer le coach des espoirs. C'était fin 2011, je pense 2012. Et il me dit est-ce que ça t'intéresse de venir voir ce qui se passe et d'apporter voilà, tes connaissances, etc., voir si on peut travailler. Et puis voilà, c'est parti. Donc en 2012, bah, effectivement, un stage, 2 stages, une collaboration qui s'installe. Des préliminaires pour se qualifier au championnat d'Europe, ça se passe bien. Au championnat d'Europe, on enclenche derrière. Et puis après, c'est parti. 2013, 2015. Alors avant, c'était tous les 2 ans. Oui, c'est ça. Donc 2013-2015, et je crois que c'est à partir de 2016 où le championnat a eu lieu toutes les années. C'est exactement ça. Donc ça fait champion 2013, les filles sont championnes oui. Donc en 2013, en 2015, en 2016, en 2018 et en 2019. Voilà, donc tu as quand même effectivement ces 5 titres consécutifs, je me trompe pas consécutifs, non consécutifs. 5 en 6 ans. 5 en 6 ans, pardon. C'est seulement battu une année, oui. Ouais, médaille de bronze à Saint-Pierre-les-Elbeuf. On n'avait pas trouvé la cohésion de cette équipe pourtant prometteuse, mais on n'avait pas trouvé la cohésion. Ouais. 3e ou 2e, c'est ça? 3e. Avec Alison Rodriguez, Caroline Borio, Léa Oskada et Aurélie Borias. Bory, pardon, ouais, excuse-moi. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Alors, dans ces 5 équipes, si je te demande quelle est la plus forte, c'est difficile? Des qualités différentes, parce que une préparation différente, une gestion un petit peu aussi différente, une stratégie un petit peu différente aussi. Est-ce que c'est... Je pense que la plus forte, je pense que c'était Audrey Bandiera, Anaïs Sapouch, Cindy Perrault et Alison Rodriguez pour le championnat aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, comment on dit, Nieuwengen, je sais pas, j'arrive pas à le dire, Nieuwengen. Oh, t'es bon, toi, mais maintenant tu parles toutes les langues. Non, mais c'est important. Mais par contre, la dernière qui a fait le doublé était très intéressante aussi. Voilà. Par exemple, dans la cohésion, dans l'entente, elle était très intéressante aussi. Et elles ont dominé aussi le championnat. Voilà. Okay. Donc dans ces épreuves, il n'y a pas que le triplette. Hein, oui, il y a aussi le tir de précision, même en espoir. Et là, il y a des résultats. Et puis il y a sur le plan méthodologique, sur le plan stratégique, sur le plan aussi confiance, là il y a un rôle énorme que tu vas jouer au niveau du coaching. Donc ça démarre en 2016 avec Cindy Perrault qui donc crée un nouveau record chez les espoirs. Tu te rappelles du score? Alors j'ai un petit doute, c'est 57 ou 59. D'accord. Voilà. Bah, si elle nous écoute, il est toujours d'actualité. Ouais. Et voilà, là il y a eu un travail ensemble effectivement, puisque comme elle était sur le coin à l'époque, on a pu travailler sur le boulodrome d'André-Zéboutéon. Cindy que tu connais depuis l'âge de 8 ans. Bon, voilà. Mais bon, c'était quand même important de le dire. Et là, tu arrives avec elle à quelque chose qui, à ton avis... Ouais, alors elle est déjà... elle a vraiment le tir pour faire le tir de précision, Cindy. Oui. Avec la courbe qu'elle a, etc. Donc après, c'est un travail de positionnement, c'est un travail aussi un petit peu mental, psychologique pour travailler sur effectivement les confrontations, les oppositions. Et puis après, c'est de laisser de libre cours à son bras, parce que effectivement, sur cette disposition-là, elle est capable de très très bien tirer. Voilà. Oui. Et le travail pendant la compétition, c'était de dédramatiser la situation.
hein, voilà, parce que quand on est en compétition, voilà, c'est toujours important, mais je pense qu'elle l'a bien vécu, on a bien discuté ensemble, elle s'est positionnée vraiment pour aller chercher quelque chose, et au fur et à mesure des tours, on a senti qu'elle était de plus en plus à l'aise. En demi-finale, elle était tout proche du record du monde. D'accord. Ça c'est le premier titre, il y en a un autre ensuite? Oui, avec Emma. Ah oui, bien sûr. Avec Emma, donc... Emma Picard. Emma Picard à Almeria, puisque Emma a fait le titre et la dernière fois elle a perdu en finale malheureusement contre l'Allemande. C'est ça. Mais Emma, oui, c'était particulier parce que les scores n'étaient pas super élevés, mais par contre ça s'est tout joué au mental et elle était très très réceptive, Emma. Et vraiment, elle a été puisée dans ses ressources. Elle me dit souvent, tu as trouvé les mots justes, vraiment et tout. Voilà, ça fait partie du rôle du coach, hein, de toute façon, d'essayer de mettre à l'aise le plus possible sa joueuse, de la confronter en disant c'est le moment de s'arracher, sois tranquille, tu es capable de le faire, etc. Des mots réconfortants et tirer toujours vers le positif. Est-ce que c'est très important. Ouais, mais est-ce que je te coupe? Est-ce que tu penses que le tir de précision, le rôle du coach a plus d'importance que pour le triplet ou est-ce que c'est égal? Alors, c'est différent. Ouais, c'est différent parce que la partie devrait durer nettement plus longtemps. Déjà, il y a des oppositions différentes, il y a des situations différentes. Oui. Là, c'est pratiquement à un moment donné, quand tu, entre guillemets, quand tu lâches la fille ou ta joueuse, c'est elle confrontée avec la boule. Tout à fait. Et c'est en amont qu'il faut bien percevoir ça et après laisser le plus disponible possible la tête de la joueuse pour se concentrer et ne voir que l'objectif qui est la boule au bouchon. Donc, au niveau, après les espoirs, en même temps, ou est-ce qu'en parallèle, tu te vois confier aussi les seniors. C'est ça. Tu as un double rôle. Oui. Là, vraiment, tu deviens le responsable du collectif féminin, espoir et senior. C'est ça. Et tu commences en 2014 véritablement avec les seniors. Oui, petit aperçu en 2013 au championnat du monde à Montauban. Et j'ai vraiment pris l'équipe au dernier moment. Ah oui, tu l'avais fait aussi. C'était la seconde. Là, c'était sur un collectif déjà existant. D'accord. D'accord. Et à partir de 2014, on a travaillé en conséquence avec Jean-Yves et l'encadrement pour créer un nouveau collectif et reprendre pas une série, hein, mais reprendre un collectif et redynamiser une nouvelle génération. Voilà. Vous redynamisez, vous rebrassez, je crois que c'est le mot qui convient. Oui, en tout cas, on élargit le groupe à partir de 2014-2015. On a souhaité élargir le groupe pour préparer les échéances futures. D'accord. Donc après, c'est directement lié au nombre d'équipes que l'on a le droit. Voilà, c'est une ou deux équipes. C'est aussi, effectivement, il y a des filles qui ont des résultats au niveau national, dans les nationaux, les internationaux. Donc c'est un repérage et un tour d'horizon sur une génération, une deuxième qui arrive, et donner la chance à notre fille, élargir le périmètre des 20 meilleures joueuses en France. Ouais. Toi, c'est toujours ton chiffre 20, j'ai l'impression. Ouais, parce que je pense qu'après, il y a quand même un petit fossé, sans manquer de respect à personne, mais je pense qu'il y a un petit fossé quand même. Voilà, donc c'est important de se dire, voilà, un collectif, c'est représentatif d'un certain nombre. On ne va pas avoir 50 ou 60 joueurs ou joueuses pour faire une équipe de 4. Quoi. Et là, en 2014, tu es déjà dans une idée de reprendre un titre mondial qui nous échappe. On est bien d'accord. Qu'on n'a jamais eu, hein, par 22 ans en arrière. Et voilà, donc depuis 94, je crois que c'était avant, non? Ou je me comme ça. 22-23 ans, à partir de 2017, donc si on fait la soustraction... voilà. Malgré tout, cette victoire à la Coupe de la Confédération à Kuala Lumpur, c'est pour toi un début? Oui, c'est le fait déclencheur, puisqu'on bat la Thaïlande, on a une bonne dynamique de groupe. C'est pas facile non plus, hein, parce que quand tu pars en Asie, c'est un décalage, c'est tout. Et ces filles-là sont assez réceptives sur une méthodologie qu'on met en place. Voilà. Et voilà, c'est le départ. Et le fait marquant, c'est après, effectivement, le fait d'avoir déclenché. Ça, c'est important. Donc là, dans cette nouvelle dynamique, tu as bien sûr la confiance du DTN. Oui. C'est important, du staff. Ah oui. Tu as totale confiance. C'est vraiment une responsabilité qui n'était pas forcément évidente au départ, mais que tu as assumé totalement. Et tu mets véritablement en place une préparation spécifique. Et je sais qu'il y a notamment sur le plan mental quelque chose qui va arriver, qui va pour toi changer les choses. Effectivement, c'est vrai que en discussion, dans les analyses qu'on a pu faire sur les différentes compétitions, on sait que
psychologiquement, mentalement, on est un petit peu faible, un petit peu friable. Et en collaboration avec Jean-Yves Perronnet, Oui. on décide donc de faire appel à une préparatrice mentale. Donc Jean-Yves a un carnet d'adresses assez intéressant, donc on part sur Lyon et on met en place ce qu'on appelle la méthode Target. Et avec Anne Caron, la préparatrice mentale, accompagnée de temps à autre avec le psychologue sportif, Bien sûr. Guérino, on met quelque chose en place qui nous emmène jusqu'à une échéance future qui est 2017. Alors, tu baptises cette nouvelle méthodologie de travail, notamment basée sur le mental, préparer tes joueuses mentalement à gagner, parce que tu as en face de toi, tu l'as dit tout à l'heure, le terme thaïlandaise, tu as en face de toi des espèces de robots, des pros, on peut dire ça comme ça, tu vas me les définir. Ils sont militaires, oui, donc oui. Et c'est des militaires. Ouais. Donc c'est ça, je me trompe ou pas? Non, c'est pas faux, puisque de toute façon, c'est vrai que depuis des années, on ne gagne pas, on se heurte effectivement à cette nation très forte, notamment chez les féminines, et on sent effectivement, c'était un peu le cas aussi avec les Espagnols, tu vas me dire, en Europe, mais on sent une fragilité sur la fin de partie. Donc il faut travailler effectivement ce mental et travailler un petit peu les organismes pour renverser ça et pour donner un côté positif et énergique à nos filles et de volonté, de hargne et de pugnacité par rapport à ça. Donc on travaille sur effectivement cette méthode-là qui rapidement a porté ses fruits parce que les filles ont joué le jeu, alors pas toutes à 100%, mais au moins il y a un début de collaboration. Alors, sans développer, excuse-moi, sans développer la méthode, parce qu'on ne va pas rentrer, ce serait trop long, on en aurait pour des heures. En gros, c'est prendre une jeune fille ou une jeune femme et vraiment travailler sur son mental, ses faiblesses, c'est ça, c'est... Son attitude, sa façon de voir les choses au moment précis de la compétition, avant la compétition, avoir un rythme de respiration, voir les choses aussi positivement, se mettre dans un contexte plutôt positif pour enlever tout ce qu'on peut avoir dans la gêne d'une compétition. Voilà, c'est tout ce côté-là. C'est cette préparation mentale qui fait qu'on travaille sur la réflexion, la sérénité, le calme, la respiration, voilà, tous ces points-là. Et puis on y ajoute aussi effectivement ce côté positif et de collaboration ensemble. Voilà. Voilà. Et tu as une confiance de la part de tes joueuses sur cette méthode qui peut paraître atypique, qui n'était pas commune, elles n'avaient pas l'habitude, elles ont adhéré, elles ont suivi. En pétanque, ça c'est sûr. Ça c'est quand on a présenté aux filles, quand Jean-Yves a fait le point ensemble sur ça, c'est vrai que le monde de la pétanque n'avait pas trop forcément l'habitude de ça. Ça se fait dans tous les autres sports. Hein. La visualisation, des choses comme ça se fait dans tous les autres sports. Et ça, c'est bien au moins cette partie-là, de petit à petit l'emmener, ça peut aider. Il y a des filles qui l'ont suivi avec attention, non seulement dans le sport, hein, mais ça sert aussi dans la vie de tous les jours, au point de vue professionnel, cette attitude, cette capacité à réagir et à s'adapter. Voilà, c'est tous ces contextes-là, c'est très varié, et je trouve que c'est super intéressant déjà pour tout le monde. Non seulement pour les joueuses, mais même pour l'encadrement qui l'a suivi, hein, qui l'ont suivi, parce que c'est une remise en cause, c'est aussi une façon de voir les choses. Et je pense que dans le développement personnel aussi, on peut le dire comme ça, c'est important. Dans le développement personnel, je pense que c'est une construction très intéressante d'un être humain. Voilà. Et tu l'avais senti ça, on en a parlé tout à l'heure, en 2013, quand à Montauban, au championnat donc au mondial, au championnat du monde, tu vois les terrains durs, tu sais que là, les Thaïlandaises qui ont une telle maîtrise de ces terrains durs, elles vont gagner. Et tu te dis, si on ne réagit pas, en voyant la défaite de Ludivine, Anna, Angélique et Marie-Christine, à l'époque, tu te dis, faut qu'on trouve quelque chose d'autre pour contrer ces machines. Oui, est-ce que j'exagère dans mon propos? Non, mais t'es bien de toute façon. Non, mais au-delà de cela, c'était de trouver les points qui pouvaient être améliorés. Donc il y a ça, il y a le championnat d'Europe aussi en Turquie, où on est à la bataille contre les Espagnols alors qu'on a fait un super championnat. À Mersin. Voilà, c'est ça, et puis on arrive sur cette partie-là, c'est la seule qu'on a perdue, mais moi j'avais l'impression, si tu veux, que les filles avaient un peu perdu pied. Ah oui, dans le contexte. Ouais, voilà. Et c'est pour ça que ça, c'est véritablement le fait déclencheur, c'est différentes alertes en disant stop, il faut arrêter, il faut changer quelque chose. Tu veux dire que dans une partie, elles ont lâché? Oui. Parce qu'elles ont lâché psychologiquement?
Ouais, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on ne se rend pas compte de la situation, on est un petit peu perdu, voilà. Mais après, ça, je veux dire, c'est commun aussi à certaines filles, hein, c'est le sport féminin qui fait ça. Donc la sensibilité est différente, et automatiquement, eh ben, les émotions sont différentes. Donc c'était l'occasion d'amener un plus, et je pense que c'est quand même conséquent, parce que tout de suite derrière, on va dire, les 4 d'entre elles, ça a payé tout de suite. Donc 2016 correspond à une année quand même où là, c'est différent, les choses semblent s'inverser, et puisqu'à Bratislava, même si c'est le championnat d'Europe, il y a la victoire au bout. Oui. C'est une belle expérience parce que le terrain n'était pas facile dans un palais des sports. Donc beaucoup de patience pour les filles, du calme aussi parce que c'est vrai que c'était spécial. Très beau championnat, moi j'en ai un très beau souvenir entre l'accueil, les dispositions et tout ça, c'était vraiment bien. Et puis effectivement c'est le premier titre majeur on va dire, parce que la Coupe des Confédérations c'était important, oui. Mais aux yeux de tout le monde le championnat d'Europe c'est quand même une autre dimension. Et cette équipe-là, on voit arriver des filles qui n'étaient pas là auparavant. Ah oui. Cindy Perrault, par exemple, n'était pas là. Donc elle pointe le bout de son nez sur cette année-là chez les seniors. Chez les seniors. Et ce qui fait qu'on a une ossature d'équipe qui se met en place pour l'année suivante, qui sera l'objectif principal des championnats du monde. Et donc nous arrivons en 2017 où véritablement il y a la consécration. Je pense que c'est quelque chose d'important, ce fameux mondial à Kaiwa. Oui. Mais vous partez pas le jour même. Non. Alors explique-moi un peu comment tu t'y prends là. Alors la volonté c'était vraiment de se retrouver et de préparer ce championnat dans les meilleures conditions possibles. Donc là, fédération, staff, tout le monde a joué le jeu. On est parti une semaine avant, mais pas pour faire du tourisme, hein, on est bien d'accord. On est parti pour préparer ce championnat-là avec un site qui nous a accueillis, avec une collaboration avec certaines personnes là-bas en Chine, qui nous ont mis dans des dispositions vraiment très agréables. Donc on a pu se préparer, avoir des terrains à notre disposition, pouvoir effectivement se ressourcer, donc passer des journées à chercher la motivation, à s'entraîner, à mettre un plan de jeu en place, à mettre des stratégies de jeu en place, à s'habituer au contexte, parce que quand on change de continent, c'est pas évident, hein. Il y a le décalage, il y a tout ça, et vraiment on était dans une option, ouais, dans une bulle. Ouais. L'alimentation, ça se passe comment? Vous en avez vos cuisiniers ou... Non, il faut s'adapter sur place. D'ailleurs, les championnats, c'était compliqué, il faut se le dire aussi. Mais c'est vrai qu'il faut s'habituer à ça. C'est pour ça que quand on a un petit peu plus de jours, on a le lever, par exemple. Il faut savoir que les Chinois se lèvent très tôt. Donc c'est différent, le soleil est beaucoup plus, est debout forcément. Nous sommes debout par rapport au soleil beaucoup plus tôt. Voilà, donc il y a tout un contexte. Et les filles se sont vraiment bien acclimatées. On a pu trouver vraiment une sérénité dans ce groupe-là. Alors, dans la compétition elle-même, pas de difficulté ou malgré tout, ça n'a pas été simple, il a fallu se bagarrer. Ah oui, il y a des parties difficiles, il y a une consécration, il y a un moment où tu as senti, ça y est, on va y aller. Alors, c'est facile de parler après coup, hein, souvent on nous dit ça, mais les filles peuvent en témoigner. Moi, j'étais toujours serein et je savais qu'on irait jusqu'au bout de cette compétition, parce que j'en avais l'intime conviction. Dans la préparation, dans le déroulement, l'ambiance qu'il y avait dans ce groupe-là, c'était vraiment une sérénité complète. Et on le sent quand les choses ne nous échappent pas, malgré la difficulté, parce que tu parlais de ça. On est à la ramasse contre l'Estonie, sous la flotte incroyable, on joue tous avec les kawaii, les ponchos. Oui, les ponchos. Tout le monde était frigorifié, on est 3-11. Et voilà, l'Estonie fait une partie de très très bonne qualité, mais les filles n'ont pas lâché, personne n'a lâché sur ça, et on avait l'intime conviction d'aller jusqu'au bout, et c'était hyper intéressant. Voilà. Après, on avait 2 jeunes joueuses aussi, hein, Caroline Bourriot, Charlotte Daron, premier championnat du monde, le contexte, etc. Voilà. Mais c'est quand les filles arrivent le matin, on se lève, on déjeune ensemble, et elles te disent Jean-Philippe, on va s'entraîner quand? C'est un contexte différent. Hein. Donc déjà, sur l'envie, sur l'organisation, tu sens les prémices de quelque chose. Et après, dans la difficulté, tu es encore là, tu lâches pas, tu es là, tu continues, tu avances, tu te sors 2 ou 3 mauvais pas, tu prends 2 fois le Laos, qui est avec la Thaïlande la meilleure équipe à ce moment-là.
2 fois on les bat. Voilà, il y a tout un contexte effectivement qui te dit je crois bien que ça sera le bon jour. Et en plus de Charlotte et Caroline, il y avait Angélique Colomb. Angélique et Anna. Et Anna Maillard. Voilà, qui ont stabilisé l'équipe. Au final, on l'a, Ouais. le Graal, pour toi. Tiens, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais Oui, vas-y. tu veux une petite anecdote là-dessus? Ah, il nous faut une anecdote. Nous sommes des férus d'anecdotes. Voilà. En fin de compte, ça, je vais faire un petit clin d'œil à Francis Garrigue. Attends, tu veux qu'on le tourne un petit peu comme ça? Voilà. Il est pénible notre cadreur, tu sais. Je le supporte, moi. Ah, vas-y, je t'en prie. Je vais faire un petit coucou à Francis Garrigue, parce qu'en fin de compte... C'est qui Francis Garrigue? Francis Garrigue, c'est le vice-président de la Fédération française, et c'est l'élu en charge des féminines. Désolé pour lui, pour la méconnaissance. Voilà. Il t'en voudra pas. Je sais. Et du coup, si tu veux, il y avait en même temps le championnat du monde jeune. Ah oui, en même temps, vous avez en parallèle. Oui, oui. Et je pense que dans le déroulement des remises, des récompenses, je pense que les organisateurs se sont plantés. Non. Oui, ils se sont plantés. Et en fin de compte, les accompagnants, les coachs, les délégués, etc., ils avaient eu tous quelque chose. Ouais. Et nous, quand on s'est présenté, il n'y avait plus rien. Mon fifi, il est remonté. Alors, lui avait ça, il m'a dit, Jean-Philippe, par rapport au travail qu'on a fait, etc., je pense que tu le mérites bien, et je te remets ça. Voilà, ça c'était la petite anecdote. C'est marrant. Et pour la petite histoire, il l'avait remis à Andrézieux, donc ça m'a fait doublement plaisir quand on avait organisé une manifestation exclusivement féminine. Voilà. Avec une réception pour les championnes du monde à Andrézieux par la mairie d'Andrézieux-Bouthéon. Donc c'était une forme de reconnaissance. Pour toi, mais voilà, c'est un petit clin d'œil à Francis, parce que c'est ça. après, il ne faut pas faire aussi d'autosatisfaction. C'est clair. Mais bon, quand tu t'occupes de quelque chose et que tu deviens champion du monde dans cette catégorie, je pense que oui, effectivement, c'est pas un aboutissement. Je ne prends pas comme un aboutissement, mais c'est une forme de, entre guillemets, de reconnaissance. On reconnaît une récompense. Et peut-être autre chose derrière, c'est-à-dire effectivement une mise en place qui peut démarrer sur un travail qui paye ses fruits à ce moment-là. Très bien. Et donc, un titre, c'est bien, mais ça s'arrête jamais là, puisqu'il faut continuer d'après. Au contraire, parfois, montrer que c'était bien, mais que ça continue, et confirmer, c'est pas toujours facile. Et pourtant, une année 2018, je vois que du rouge. Dans le rouge, c'est les résultats chez moi. Vous êtes champion d'Europe de partout. Oui, c'est une année vraiment... donc le championnat d'Europe à Palavas. Oui. Et là, d'ailleurs, c'est le rôle du collectif, parce que dans cette équipe-là, on retrouve Angélique, Anna et Charlotte, donc qui étaient donc les 3 championnes du monde, et on intègre Daisy Frigara, qui obtient son premier titre de championne d'Europe. Comme les échéances étaient quand même conséquentes sur cette année-là, puisqu'on avait aussi le tête-à-tête, championnat d'Europe, on avait, et j'ai oublié quelque chose aussi, puisqu'on avait les Jeux mondiaux aussi. Ah oui, oui. On avait les Jeux méditerranéens. J'ai pas noté ça. Et sur les Jeux méditerranéens, c'est vrai que donc l'effectif, vraiment, on a essayé de faire participer tout le monde. Enfin, celle qui était un petit peu, un petit peu au-dessus. Et on a fait participer tout le monde sur ces championnats-là, les différentes compétitions, et c'est vraiment très intéressant. Sandrine a eu le titre aussi de championne d'Europe, tête à tête. À Savigliano. Oui, en Italie, effectivement. Et puis en espoir aussi à Almeria, Céline Le Bossé, Ma Picard, Caroline Bourriot et Alison Rodriguez. C'est ça, voilà. Donc ça fait du monde, tout ça. Voilà. Et du monde de haut niveau. C'est une belle année, et toutes ces filles étaient dans le collectif, puisque cette année-là, on était sur la fin d'un cycle aussi en pour 2000, certaines. 18. Je dis une bêtise, on n'était pas sur la fin d'un cycle, on était sur le début d'un cycle pour préparer 2019, puisqu'il y avait 2 équipes. Voilà. Donc d'où les 18 filles du collectif. Voilà. On en arrive à cette année 2019 où il y a une année importante de mondial, donc à préparer pour le sélectionneur actuel et un titre à remettre en jeu. Oui, c'est ça. Là, étant donné que la France est championne du monde en 2017, une possibilité s'ouvre à nous puisqu'on part avec 2 équipes. Ah oui, c'est laquelle on peut aligner 2 équipes. Voilà. D'accord. Donc au Cambodge. Et donc on prépare ces championnats avec environ 18 filles, et puis après 14, donc sur différentes compétitions en France. Voilà. L'idée c'était effectivement de préparer avec 5-6 nationaux, plus des stages, ce collectif-là pour partir à 8 au Cambodge. Et malheureusement, ça se
passe pas forcément comme prévu? Oui, ça se passe pas comme prévu sur le début de l'été. Oui. Alors on va faire court sur cette histoire parce que je pense que c'est pas l'intérêt premier. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, hein, je crois. Ouais, on peut dire beaucoup de choses quand on n'est pas au courant des faits. Tout à fait. Voilà. Et on est là pour dire les vérités, nous, sur Objectif Pétanque Plus. Donc après voilà, très clairement, maintenant ça va mieux, on essaie de retravailler là-dessus. Il y a une mésentente entre 4 joueuses, et ces 4 joueuses donc, n'ont pas participé au championnat du monde puisqu'elles ne désiraient plus jouer entre elles. Alors les faits, etc., on ne va pas épiloguer là-dessus, c'est pas la peine. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on redémarre et qu'il faut reconstruire quelque chose de concret. Voilà. Donc les résultats quand même malgré tout, c'est pas tout négatif quand même dans cette année. Non, on prend une médaille, ouais. Il y a une 3e place, et puis en espoir il y a encore une victoire, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des jeunes filles qui pointent. Bien sûr, elles sont déjà dans le collectif, ces jeunes filles-là, pour leur donner déjà de l'expérience, puisque je te disais tout à l'heure, on a 2 équipes. Hein. Donc quand moi j'ai la 2e équipe, c'est Caroline Bourriot, donc, avec Céline Lebossé, Camille Durand et Aurélie Entendre. Équipe à donner de l'expérience, nouvelle compétition pour la plupart d'entre elles, à part Caroline. Ce qui fait que voilà, on voit ces filles qui ont déjà des résultats depuis quelques années dans le circuit français. Et c'est l'occasion aussi effectivement de donner de l'expérience et de voir un petit peu comment ça se passe, parce que le championnat du monde, c'est pas national, c'est pas une compétition en France, c'est un autre contexte. Surtout loin de ses bases. Bien sûr. Alors, on en arrive malheureusement en conclusion. Jean-Philippe, on se connaît depuis des années, on pourrait discuter des heures et des heures. Oui. On a la même passion depuis tant d'années. Moi déjà, ce parcours il m'impressionne. J'ai connu un jeune éducateur motivé, dynamique. On sentait déjà la fibre. Et elle s'est convertie et je t'en félicite. Je pense que je ne suis pas le seul et ta reconnaissance, elle parle d'elle-même. Quand on est champion du monde avec une équipe, les mots, ça suffit quoi. Moi j'aimerais que tu me dises comment tu as vécu tout ça, ce que ça t'a apporté psychologiquement, moralement, outre le fait de voyager, un vrai globe-trotter, parce qu'aller dans ces pays et des modes de vie, des cultures, des alimentations différentes, c'est fabuleux. Je te connais, tu es quelqu'un qui aime la difficulté, tu es un homme de défi, mais vraiment ce que ça t'a apporté. Et puis la suite, est-ce que tu continues, jusqu'où tu vas aller quoi? Alors dans un premier temps, l'apport c'est très enrichissant humainement, parce que je pense qu'on partage des émotions, hein, qu'elles soient positives ou négatives. Mais au-delà de cela, c'est aussi effectivement des challenges c'est très intéressant de vivre avec toujours un objectif en tête, un objectif de préparation, un objectif de résultat aussi, et de motiver, d'apporter quelque chose à ces jeunes filles, à ces femmes, ce partage d'expérience. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle, moi, qui me réjouit, parce que effectivement, voilà, il y a des émotions qui se créent, il y a des bons souvenirs, mais aussi, pour la plupart, je garde toujours les bons souvenirs en tête, parce qu'après, ça fait partie de la vie. Des choses, quand on te donne un poste comme celui-ci, il faut savoir à un moment donné que ça peut s'arrêter. À un moment donné, tu sais que tu peux être déçu, mais avant, tu sais que tu peux faire de belles choses, les partager, et que c'est très enrichissant de faire ça. Et puis après, moi quand je fais un peu de recul par rapport à ça, quand on a un staff autour de soi, à ses côtés, hein, pas ni devant ni derrière, hein, mais à ses côtés, et que c'est un plaisir de se retrouver. Je veux dire, moi quand je vais avec Jean-Yves Perronnet, avec Francis Garrigue, avec Michel Ripper, chez les Espoirs. Michel Ripper, c'est mon adjoint chez les Espoirs. Il faut le citer quand même. Il s'est occupé de la 2e équipe donc, au championnat du monde. Voilà, il y a un partage, il y a une envie collective. Et ça c'est intéressant. Puis chez les Espoirs, après, on a Anna qui a pointé le bout de son nez, hein, Anna Maillard, chez les Espoirs. On a, et qui va prendre qui a pris la catégorie jeune féminine maintenant avec Florence Trelu. Super. Voilà, pour apporter de l'expérience. On a Ludovic Bonnement. Donc voilà, tous les 5, tous les 7 et tous les 8 pour tous les collectifs, tout le staff. Voilà, il y a une discussion, il y a un enrichissement personnel. Et moi je trouve que ça c'est vraiment formidable. De voir des filles ramener, parce qu'on a omis le titre de Charlotte Darroch dans Tête à Tête. Eh oui, désolé Charlotte. Mais c'est 2019. Mais là aussi, je veux dire, c'est des moments uniques dans la vie.
Que ce n'est pas gagné pour Charlotte. Hein. Ah, non, 0,7 c'est pas gagné, non, ça c'est sûr. Mais voilà, dans le contexte, etc. Des émotions, des attitudes, des dialogues, des partages comme ça dans la vie d'un entraîneur, d'un encadrant, c'est à mon sens vraiment ce qui nous fait vibrer. Ouais. Voilà. Alors jusqu'à quand? Oui. Je sais pas. Tu t'es donné une limite de challenge ou... Oui, je m'étais donné une limite. Ah. Je m'étais donné une limite parce que je pense qu'il faut faire attention aussi derrière. Oui, c'est la place, oui, et puis je pense qu'après, voilà, tu peux apporter jusqu'à un certain point, logiquement. Il y a aussi, je pense, une usure qui peut se créer. Oui. Hein, ça, il faut y penser aussi. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Je ne suis pas dans cette dimension-là. Aujourd'hui, je pense que moi, j'ai qu'un regret, c'est qu'on n'ait pas pu faire double-double. Hein. C'est-à-dire 2016-2018. Championne d'Europe pour les filles et 2017-2019, ça c'est un petit peu mon regret, mais voilà, il faut faire avec. Et puis après, ça dépend pas forcément de toi aussi. Voilà, la fédération, la direction technique nationale, c'est en fin de compte une collaboration avec un président de fédération et un DTN qui mettent une politique sportive en place. On est d'accord. Et donc c'est le DTN qui, en collaboration avec le président, positionne, etc., ou propose. Et puis après, voilà, donc on sait que logiquement, sélectionner un entraîneur ou un coach, appelez-le comme vous voulez, hein, bien que ça soit un peu différent quand même. C'est différent. A pas une durée de vie, hein, toucher du bois, mais un mandat, une durée de mission qui peut s'arrêter, oui, effectivement. Ouais. C'est ton action est bénévole, tu as expliqué que tu travaillais, à part Jean-Yves qui est un directeur technique national, donc c'est son travail, on est d'accord. C'est ce bénévolat quand même qu'il faut. Là, il va falloir revoir un petit peu si tu veux, puisque moi j'ai été bénévole jusqu'à ces 2 dernières années, et là je suis salarié de la Fédération française. Ah, voilà, mais pas à plein temps, loin de là. D'accord. Et bien évidemment que la partie bénévolat existe encore, bien même sûr. en étant salarié. Tu ne pourrais pas vivre de cette indemnité? Non, bien sûr que non. D'accord. Ah, non, loin de là, loin de là. On effectue beaucoup d'heures, beaucoup de missions avec des plannings d'entraînement, des schémas, etc. De l'investissement quand on est en déplacement. Oui. Mais bien évidemment qu'on est loin d'avoir un salaire de cette dimension-là, bien évidemment. Bon, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que j'entends beaucoup et je lis beaucoup de choses sur une remise en question de tous ces staffs, de tout ce monde qui encadre ces équipes-là. Mais tu viens de le prouver par ton discours que sans ça, sans tout cet encadrement, c'est impossible d'y arriver. Et les pays étrangers, ils les ont, ces staffs-là, notamment on parlait des Thaïlandaises, même si c'est des pros à quelque part qui s'entraînent tous les jours, il y a cet encadrement-là et que c'est vraiment indispensable si on veut si on veut avoir des résultats au niveau, il faut vraiment avoir des vrais staffs. Aujourd'hui, de toute façon, dans n'importe quel sport, hein, on parle de sportifs de haut niveau. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'une équipe de France, hein, de plusieurs équipes de France. Aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait se passer d'encadrement et de gens d'expérience, voire de gens qui sont sur le terrain depuis de nombreuses années et qui encadrent et qui accompagnent. C'est n'importe quel joueur ou joueuse. Aujourd'hui, il y a une expérience à donner. Aujourd'hui, il y a effectivement... Je dirais les conditions à donner. Oui, voilà. Et un encadrement, certes de qualité, mais aussi lié à notre discipline. Voilà, discipline sportive. Ouais, à notre discipline. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être dans le sérail d'un sport. On peut être méthodologique, on peut avoir effectivement des connaissances. Après, il y a les connaissances du terrain qui sont là aussi. Il y a les connaissances aussi et le respect humain des uns et des autres. Voilà, moi je pense que quand on s'occupe d'un collectif, on doit garder une ligne de conduite. On doit garder sa détermination. Voilà. Et on doit aussi prendre en considération que, notamment chez les féminines, ces filles-là ne vivent pas de leur sport, alors qu'elles sont au summum, qu'elles ont des contraintes et qu'il faut faire avec et essayer de s'adapter en termes de déplacement, en termes de conditions de jeu,
en termes de conditions d'entraînement. Et qu'aujourd'hui, voilà, on est encore amateur par rapport à ça. Et si on n'a pas un encadrement ou semi-professionnel ou professionnel, ça veut dire qu'on ne voit jamais les filles. Très bien, c'était une belle conclusion. Alors remercier toutes les joueuses, faire un petit clin d'œil à toutes les joueuses que je n'ai pas vues depuis bien longtemps. Et j'espère qu'elles vont bien, alors même si on se parle au téléphone, même si effectivement on s'envoie des mails et on met des plannings en place d'entraînement. C'est vrai que ça fait quelques mois que l'on ne s'est pas vu, donc j'espère que je vais les retrouver rapidement. Et puis remercier l'ensemble du staff technique des équipes de France. Faire un coucou à l'ensemble des élus aussi de la Fédération française. Et puis terminer ce petit message pour vous souhaiter une bonne année à toutes et tous, parce que c'est important. Surtout la santé, avec cette période difficile. Qu'on puisse se retrouver rapidement sur les terrains, au printemps, je l'espère, pour vivre notre passion commune qui est la pétanque. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et une très bonne année 2021. Donc faites comme moi, abonnez-vous à la page Objectif Pétanque Plus. Faites confiance à ces deux là, ils sont superbes. Merci Jean-Philippe. Eh bien voilà les amis, donc c'était une présentation de notre ami Jean-Philippe Soricotti. Très intéressant, très développé, quelqu'un qui est vraiment la tête sur les épaules. Donc comme il l'a dit lui-même, n'hésitez pas donc à vous abonner à notre page, c'est bien de liker, c'est de nous aimer, c'est bien de partager les pages, c'est encore mieux de s'abonner pour que notre page Objectif Pétanque Plus se développe. Voilà, donc on va rentrer chez nous avant la fin du couvre-feu avec mon ami Philippe, on va essayer de rentrer vite pour ne pas être sanctionné, et puis on vous dit à très vite sur Objectif Pétanque Plus. Salut les amis!